Alors, c'est peut-être dû à votre navigateur, donc n'essayez pas de changer de navigateur ou de rafraîchir votre page. Voilà, si vous avez la possibilité d'être en filaire, ça marche généralement mieux. Et si vous avez un casque, vous entendrez encore mieux. Alors, pour les diapos d'hier, oui, c'est normal, je ne les ai pas envoyés. Ça bug aujourd'hui. Aïe. Bonjour Céline. Ici, tout va bien. D'accord, ça fonctionne bien. Bon, je suis désolé pour les participantes et participants où ça bug un peu. Sinon, tout fonctionne bien. Parfait, il est 14h30. Ce que je vous propose, c'est de démarrer cette webconférence sur comment créer son business model. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Maï, bienvenue. Merci, bonjour Michel. Bonjour à tous. Voilà, donc nous allons aborder le sujet. Alors, je ne vais pas faire la présentation que je fais habituellement sur l'ADI, parce que bon, depuis, je pense, ces 5 jours que nous passons ensemble, vous commencez à bien connaître l'ADI, Association pour le droit et l'initiative économique. Et si toutefois vous avez des questions, donc vous avez mes coordonnées, vous pouvez entrer en contact directement avec moi. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et je vous laisse la main sur la webconférence. Merci beaucoup. À tout de suite, je suis à côté. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment créer son business model. Alors c'est une question que souvent on se pose et il est important de se la poser dans la mesure où il faut avoir du recul, prendre de la hauteur sur son projet et pouvoir en effet structurer, voir toutes les questions qui sont importantes pour créer son business model. Alors nous allons voir tout d'abord, je vois comment ça fonctionne. Voilà, donc j'ai une idée, mais est-ce une bonne idée? Pourquoi? Parce que déjà de une, souvent on a une bonne idée, on se dit voilà, c'est la bonne, je vais me lancer. Et finalement, on se rend compte que, attention, il y a de la concurrence. Attention, bon, est-ce que j'ai bon prestataire? Est-ce que j'ai bon partenariat? Bon, voilà. Comment se différencier, comment créer de la plus-value, comment structurer son idée. Voilà, en fait, je vais vous présenter différents outils qui vont vous permettre de répondre à cette question. Est-ce que mon idée est une bonne idée? Donc, créer dans son entreprise à partir d'une idée, savoir si c'est réalisable déjà. Il faut se poser des questions. Pourquoi? Comment? C'est une étape extrêmement importante et parfois qui est oubliée. La structuration donc du business model, c'est en fait mettre sur papier l'ensemble de la structure de l'entreprise. C'est aussi donc élaborer son business model, c'est choisir son modèle économique. Son modèle économique, c'est comment je vais vendre quelque chose, comment je vais le monétiser. Parce que un business, le mot vient de business, donc c'est vraiment la vente, le terme économique. Donc, il faut d'abord voir tous les points saillants de votre projet. Et en fin de compte, le business model, donc on voit le business model et le business plan. Le business plan, c'est la structure papier de l'ensemble de votre création. C'est-à-dire que vous allez devoir écrire chaque étape de votre création d'entreprise. Le business model, c'est l'idée, comment on le structure pour qu'il soit viable.
Donc, on ne confond pas ni l'un ni l'autre. D'abord, on structure le business model, on voit l'idée, on l'écrit sur le papier et ensuite, on le développe partie par partie dans son business plan. Donc, on va voir ici plusieurs outils qui sont très, très intéressants. Alors, on l'utilise dans mon métier, je l'utilise beaucoup lors d'ateliers. C'est vraiment intéressant de se poser les bonnes questions. Donc voilà, vous avez donc ici le mind mapping, les différentes questions QQO, QCCP, le modèle Canva, le PSL, le SWOT et l'elevator speech. Il faut savoir que bon, vous pouvez très bien tous les faire, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas non plus, si vous souhaitez ne faire que l'un et pas l'autre, ce n'est pas grave, mais au moins regardez, posez-vous les questions et écrivez-le. Vraiment, écrivez-le, voyez ce que ça peut rendre et n'hésitez pas aussi à faire appel à votre entourage pour vous challenger sur ces questions. Ça peut être très, très intéressant. Donc, on va commencer par le mind mapping. Donc, le mind mapping, c'est comment aussi analyser le besoin. On a un besoin client. Donc, c'est vraiment, on ne crée pas un business, on ne vend pas quelque chose pour nous. C'est pour un client. Le client, il a un besoin. Est-ce qu'on va pouvoir répondre à ce besoin? Donc, une première réflexion est nécessaire pour comprendre les besoins clients, ses attentes et faire correspondre l'offre. Donc, on a un produit, on a un service. On ne se dit pas, moi j'ai envie qu'il soit comme ça, on va dire bleu, alors que les gens n'aiment que le rose. Voilà, c'est vraiment important de définir le besoin et les envies du marché et des clients et que ce soit nous qui nous adaptions à leurs besoins. Donc le mind mapping, on l'appelle aussi carte mentale, c'est une représentation visuelle de l'ensemble des idées. C'est vraiment prendre ce que vous avez dans la tête et pouvoir reprendre toutes les petites idées comme ça sans en oublier. On voit l'ensemble des idées, les informations utiles qui sont abordées autour d'un sujet. C'est vraiment extrêmement intéressant de les schématiser et de l'organiser comme on souhaite. On l'utilise avec des couleurs, on va l'utiliser avec des formes, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Donc on va voir ici comment on représente, comment on structure un mind mapping. On part tout d'abord du sujet central. Vous avez un sujet et donc ça peut être votre idée. Et donc là, vous vous posez quelques questions. Tiens, pourquoi il n'y a pas cela sur le marché? Pourquoi ça n'existe pas? Quel est le manque sur le marché? Comment je pourrais qu'est-ce que les gens recherchent? Donc ça peut être le sujet central. Et ensuite, à partir de là, vous faites des sujets principaux. Les sujets principaux, ça permet de structurer, par exemple, de dire il y a un besoin de, je sais pas moi, d'un objet, par exemple, et en fait, vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé, ah bah tiens, il y a les fournisseurs, ah bah tiens, il y a telle clientèle, on va pouvoir toucher tel marché en France, à l'étranger et tout ça. Et en fin de compte, ce qu'il faut à la fin du mind mapping, c'est d'avoir toutes les idées dessus. C'est-à-dire que on va pouvoir ensuite, avec les sujets secondaires et les informations annexes, pouvoir vraiment voir toutes nos idées et de faire des liens. Donc, comme vous voyez, les liens sur papier pour pouvoir les lier, les relier et enfin que toutes nos idées que l'on a souvent en plus, vous pensez ça la nuit quelquefois, et voilà, et bien,
vous le restructurez, vous voyez quelles sont les branches que vous pouvez, les regroupements, les branches, c'est aussi les regroupements. Donc, quel regroupement vous pouvez en faire, comment on va hiérarchiser, on va se dire, on va prioriser, on va se dire, voilà, je vais d'abord m'occuper de ça, ensuite ça, ensuite ça. C'est vraiment à la fois voir l'ensemble du sujet et pouvoir hiérarchiser, organiser tout cela. Ensuite, je vais vous proposer de regarder. Alors, attendez, je vais voir. Voilà. On va passer sur un autre outil. L'autre outil, c'est les 5W. C'est différentes questions. Donc, les 5Ws, c'est donc les qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. C'est important de se les poser. C'est facile. Vraiment, ça, c'est l'outil, le b.a.-ba du business model. C'est vraiment se poser, avoir une phase de questionnement très facile, très exhaustive pour pouvoir collecter des informations et dresser un état des lieux et qui permet de se rendre compte de la situation du projet. Donc, elle collecte et analyse toutes les informations pertinentes disponibles en posant un minimum de questions sur tout le sujet. Donc, on analyse la situation de manière constructive en se basant sur le questionnement systématique. Donc, on pourra ensuite développer sur une problématique et on pourra le décomposer dans toutes les dimensions et ensuite ouvrir à d'autres questions, d'autres problématiques. Donc, les questions. Donc, est-ce que je crée mon entreprise seule, avec mon conjoint, à plusieurs, avec des amis? Qui sont mes partenaires, les partenariats sociaux, partenariats publics, les fournisseurs, les distributeurs et les clients? Bien voir les clients au niveau des typologies, des personnalités, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends? Parce que quel est mon produit? Quel est mon service? Et aussi les services associés. C'est intéressant aussi de noter tout cela. Même si vous proposez par la suite les services associés, c'est bien d'y penser dès à présent, par exemple le packaging, comment vous allez voir le SAV, les choses comme ça, ce sont des services associés. Donc, quel est mon marché? Si c'est en France, en Europe, à l'international, les lois sont différentes. Donc ça, c'est très important aussi de le notifier. Donc, quand on se pose la question, en fait, de savoir si mon projet ou mon produit est innovant, si par rapport au marché actuel, s'il est à la mode ou non, si le marché est déjà saturé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de concurrents et ça va être très compliqué à se faire sa place, ou autrement, s'il y a un besoin absolument dans tel endroit, par exemple tout ce qui est médical, même au fin fond de la France, parfois, il y a vraiment un besoin qui est présent. Et donc, voilà, ça, c'est aussi savoir par rapport à l'époque, par rapport à la conjoncture, où est-ce que je me positionne. Comment, donc, si je crée plusieurs... non, alors, ça, je me suis trompée. Alors, comment, c'est surtout par rapport à la gestion de la logistique, la gestion de mes collaborateurs. Ça, c'est vraiment le comment, c'est mon mode de fonctionnement. Comment je vends, sur quel réseau, sur quel canot, si j'ai une boutique, ou si je le fais en vente en ligne, des choses comme ça. Combien, donc on parle là clairement de prix, de marge, de combien coûtent mes matières premières, c'est important, de tous les coûts, les salaires, tout ce qui est aussi en fonction de la législation, les impôts, les choses comme ça. Enfin, il faut vraiment tout bien lister. Et enfin, pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, j'ai envie de créer quelque chose, de le vendre? Quelle est ma plus-value pour moi, déjà?
et comment je me différencie des concurrents. Ça, c'est vraiment important parce que ça permet d'avoir un bon discours, d'avoir une vision sur l'ensemble du marché, de voir comment moi je me positionne et pourquoi je me positionne parce que je suis leader, parce que j'ai quelque chose de plus innovant, parce que j'ai un service qui est plus intéressant. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez également reprendre ce même outil en utilisant le tableau, donc comment, combien, pourquoi, et ensuite revoir qui, quoi, où et quand. Ça peut être intéressant, soit par liste, soit par tableau, c'est comme vous le souhaitez. On va passer ensuite au Business Model Canva. Business Model Canva, je vais vous le montrer. Donc, il se présente ainsi. Vous avez 9 items. 9 items où vous pouvez remplir comme ça. Tous les comment dire, vous avez donc les prestataires, les activités, les ressources, les propositions de valeur, les relations clients, les canaux, les segments clients, la structure des coûts et les flux de revenus. Je vais ensuite tout bien détailler tout cela, mais reprenez ce business model Canva, c'est vraiment génial parce qu'il permet de prendre vraiment de la hauteur en fait. Donc on va voir donc en premier temps donc les prestataires. Donc les prestataires, qui sont-ils? Donc vous avez donc les associés, les fournisseurs, les distributeurs, vos salariés, les collaborateurs. Donc quel métier, quelle formation, combien de personnes il vous faut, les partenaires publics, la presse, la communication, les fonctions de support également qui sont très importantes. Parce qu'au départ, généralement, ces fonctions de support sont un peu oubliées. Pourquoi? Parce que on se dit, bon, je vais le gérer moi-même, mais comment je fais? Et en fait, on apprend sur le tas, certes, et après, il faut vraiment vite passer à un collaborateur qui s'en charge parce que ça permet de se concentrer aussi parfois sur votre activité. Donc voilà, donc vous avez aussi notre question ici, donc quelle est l'activité de mes partenaires, qu'est-ce qu'ils m'apportent, quelles sont leurs contreparties, parce que voilà, un partenariat c'est donnant-donnant. Qu'est-ce que moi je leur apporte également, en quoi je m'engage. En effet, une relation partenariat, c'est un win-win, donc gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je risque avec ce partenariat? Est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup? Et quels sont mes points de négociation si jamais il y en a? Donc ensuite, sur les activités, donc on a des facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, c'est quels sont les points de mon activité qui vont pouvoir générer de la valeur, créer de la valeur. Donc, les produits, les services et les services associés. C'est principalement cela. Donc, où est-ce que je crée ce produit? Est-ce que je le fais importer? Est-ce que je le crée moi-même en artisanat? Comment je le fais? Quelles sont les réglementations à respecter en fonction du métier, en fonction de la localisation, ma proposition de valeur, mes canaux de distribution, ça peut être aussi bien digital qu'en physique, les relations avec les clients et mes sources de revenus. Ensuite, donc les ressources. Les ressources, vous avez 4 grands types de ressources. Donc les ressources physiques, c'est-à-dire le matériel, le lieu, les logiciels, les outils et les machines. Ça, c'est ce qu'on pense en premier.
Ensuite, on a des ressources intellectuelles. Surtout, attention à bien enregistrer vos brevets, faire attention à tout ce qui est droit et les données, la RGPD, les choses comme ça, c'est vraiment extrêmement important de respecter aussi bien la législation, la réglementation, mais également de se protéger. Ensuite, vous avez des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est vos collaborateurs, c'est vous-même. Quelles sont mes compétences, quelles sont mes tâches, quelle est ma mission. Et enfin, les ressources financières, ce qui correspond aux coûts et des dépenses, donc les achats, les salaires, les frais. Donc voilà, là c'est vraiment le budget. Donc voilà, donc là j'ai repris un peu tout cela. Ensuite, ma proposition de valeur. Ma proposition de valeur, c'est les gains à l'utilisation. J'ai un produit, pourquoi les gens vont l'utiliser? C'est la grande question. Et là, en fait, il faut vraiment schématiser pourquoi les gens vont utiliser mon produit. Est-ce qu'il va vraiment être utile? Et pourquoi il va être plus utile qu'un autre produit? Donc, le gain de l'utilisation doit correspondre à l'attente du client. Les produits et services doivent correspondre en fait au rôle du client. C'est-à-dire que le rôle du client, c'est utiliser mon produit ou mon service. Est-ce que il va être vraiment acteur? Est-ce qu'il va être acheteur et juste l'utiliser, juste l'avoir, c'est-à-dire se l'approprier? Est-ce que, par exemple, un vêtement, il l'achète, il l'utilise et il se l'approprie. Un service, c'est je vais l'utiliser, mais ça va avoir une autre finalité. Par exemple, du pain, on va acheter quelque chose. Pourquoi? Pour se nourrir. Quel est le rôle du client dans l'achat de mon produit ou mon service? La résolution des problèmes, c'est le client a un problème. Comment? Moi, je le résous. C'est clairement le service. C'est clairement le service à la personne. Moi, j'ai par exemple le SAV. Il a un problème sur telle machine, sur un ordinateur. Comment moi je vais répondre à ce service-là? Est-ce que je sous-traite? Est-ce que je m'en occupe? Est-ce que finalement c'est un de mes collaborateurs qui est expert dans ce domaine-là et qui va pouvoir le faire? Voilà, c'est à se poser comme question. Donc la valeur du produit ou du service, ça peut être à la fois la personnalisation, la nouveauté. C'est un tout nouveau produit. Voilà. Par exemple, les perches à selfie. Vous prenez une perche à selfie, ça a été une nouveauté. Maintenant, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Il y en a qui trouvent que c'est un gadget. Il y en a qui disent c'est super utile. Voilà. Vous posez ce genre de questions. Pourquoi, autrement, en valeur, ça peut être la performance, un outil, tout ce qui est high-tech, des choses comme ça, c'est clairement la performance qui met en valeur. Ou la mission à accomplir. La mission à accomplir, ça peut être aussi les outils physiques, c'est-à-dire, on va dire, une tronçonneuse, des choses comme ça. C'est aussi la mission. J'ai un besoin qui est de couper telle chose. La valeur, c'est ça va bien le faire. Ça va bien couper, ça va bien agir. Ou par exemple, un produit, vous créez un produit, son action va être la mission à accomplir. Donc voilà, donc après vous avez différents axes de différenciation, donc le design, la marque. Alors clairement la marque, la notoriété, ça peut être aussi une valeur dans la mesure où certaines marques, on va considérer qu'elles ont une meilleure qualité, même si le prix est soit très haut, soit il y a une meilleure correspondance entre la qualité et le prix.
Le luxe, par exemple, ne correspond pas à ce genre de qualité-prix, mais plutôt à une idée de la marque, une idée de la notoriété qui fait le prix. Ensuite, on peut se différencier sur le prix, soit haut, soit bas. Voilà. Ensuite, la réduction des coûts, réduction des risques, l'accessibilité. Accessibilité, c'est-à-dire j'utilise un produit ou un service qui soit accessible aussi bien aux enfants qu'aux personnes en situation de handicap, qu'aux seniors. C'est vraiment l'accessibilité, c'est se dire, voilà, mon produit, il est pour qui? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser ou est-ce que je dois leur restreindre? Attention, mon produit est très bien pour les adultes, attention aux enfants. Et l'utilité, la convivialité, parfois, par exemple, vous créez un restaurant, voilà, c'est clairement la différenciation, ça va être sur la convivialité, ce genre de choses. Ensuite, la relation client. La relation client, c'est faire des personas. Pardon. Les personas, c'est des personnages types. Vous prenez quelqu'un, vous prenez dans votre business model, vous devez vous dire, par exemple, un tel, ma personne cible, ça va être un tel âge, telle profession, tel CSP, et pour tel rôle ou pourquoi ils vont m'acheter mon produit. Donc ça, c'est le cœur de cible. C'est-à-dire qu'en fait, vous créez un personnage de toute pièce. Vous dites, voilà, il aura tel âge, il va se trouver dans tel endroit. En fait, faire un peu un storytelling sur votre client parfait. Et ça, c'est votre cœur de cible. Ensuite, vous allez pouvoir le décliner sur d'autres cibles qui vont être pas votre cœur de cible, c'est-à-dire pas les premières personnes que vous allez toucher, mais qui vont finalement être intéressés par votre produit et pouvoir aussi communiquer sur votre produit et donc faire avancer la notoriété. Donc vous avez la cible principale. La cible principale, ça reprend les personnes qui sont autour de votre cœur de cible. Les cibles secondaires, c'est ceux qui vont utiliser régulièrement votre produit et également ceux qui attention, j'ai vu par exemple, quelqu'un a vu une publicité et il va se dire peut-être que je vais pouvoir utiliser ce produit-là. Pourquoi c'est une cible secondaire? Parce que vous n'avez pas été les voir directement, vous ne les avez pas atteints directement, mais par la notoriété, par la publicité, des choses comme ça, ils sont venus et ils sont intéressés. Et enfin, les cibles relais, c'est tout ce qui est relations presse, les influenceurs, les leaders d'opinion, tout ce qui est aussi sur le web. C'est vraiment la cible relais. Ensuite, donc les canaux de distribution. Les canaux de distribution, il y a différentes phases de la distribution. Vous avez d'abord la sensibilisation. Alors, attendez, là, je vais juste un peu zoomer. Donc, vous avez la sensibilisation. Donc, mieux faire connaître votre produit. Vous sensibilisez les gens à l'utilité de votre produit. L'évaluation. L'évaluation, c'est ce qui permet d'aider le client à évaluer votre proposition de valeur, c'est-à-dire lui dire, voilà, vous avez un produit, est-ce qu'il vaut le coup, oui ou non? En fait, c'est le moment où il peut faire son choix. L'évaluation, c'est le moment où vous allez pouvoir le convaincre. Vous lui avez présenté lors de la phase de sensibilisation. Après,
vous avez dans la phase d'évaluation, ça va vous permettre de lui donner le choix d'acheter ou non. Après, donc il y a l'achat. Comment permettre au client d'acquérir votre produit et service? Là, c'est la phase de l'achat, c'est pratiquement la négociation. C'est-à-dire, bon, vous prenez mon produit, est-ce que vous prenez les services annexes aussi? Est-ce que vous allez prendre est-ce que comment vous allez payer, comment vous allez l'acquérir, c'est-à-dire comment je vous le livre, est-ce que du coup, une livraison aussi, des choses comme ça. Et donc, qui arrivera donc à une livraison. Comment délivrons-nous notre proposition de valeur, donc c'est-à-dire la vente, c'est-à-dire voilà, il achète votre produit, ou est-ce que si c'est un service, est-ce que je vais aller chez lui et faire une prestation de service, mais dans ce cas-là, il faut convenir d'un rendez-vous. La livraison, c'est aussi le rendez-vous. Et enfin, les services après-vente. S'il y a un souci, comment je fais? Est-ce que je retourne chez la personne? Est-ce que ça se passe par téléphone? Est-ce que la personne revient? Est-ce que le client revient dans votre boutique? C'est toutes des questions comme ça. C'est très simple à se poser, mais c'est essentiel, vraiment. Ensuite, les segments de clients. Les segments de clients, c'est-à-dire qu'on revoit le marché. Le marché est très vaste et il faut se positionner par rapport à votre marché. Donc le monopole, clairement, c'est quand on a une idée, une innovation et que l'on crée, qu'on est les seuls à être encore sur le marché, ou autrement, le monopole, ça peut être également avoir la plus grosse part de marché, clairement, par exemple, Apple. Ils ont voilà, le monopole sur une grosse partie, la majeure partie du marché qui est sur tel CSP, sur telle tranche d'âge, avec telle fonctionnalité. Ensuite, vous avez des marchés de niche. Les marchés de niche, ça va être les marchés spécifiques, spécialisés, experts. Par exemple, on va prendre le marché des seniors, le marché des bébés, le marché des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que, en fait, le marché de niche, c'est-à-dire qu'il ne peut s'adapter qu'à un seul marché, qu'à une typologie de personnes. Ensuite, vous avez le marché segmenté. Le marché segmenté, c'est par exemple, vous avez une maman qui, voilà, elle a ses habitudes en tant que femme, mais également en tant que maman, en tant que travailleuse. C'est vraiment voilà, segmenté, c'est-à-dire que il peut la toucher à certains moments de sa vie ou en fonction de parce qu'elle est en ville ou parce qu'elle est en province, ça peut être ce genre de typologie. C'est-à-dire que le marché correspond à un domaine, à une situation précise. Le marché diversifié, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un marché qui est un peu multisegment, c'est-à-dire que vous dites, voilà, à la fois il touche les ados, à la fois il touche les enfants, à la fois il touche les bébés. Mais il ne va pas toucher les seniors. À l'inverse, ça peut être un marché diversifié qui va être sur à la fois les personnes qui habitent en France, à l'étranger, mais pas obligatoirement ceux qui vont être à la montagne, par exemple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un marché qui est très ouvert, mais
pas encore celui de masse. Celui de masse, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Tout le monde, le marché de masse, on touche le marché de masse quand on propose un produit qui est, par exemple, dans la grande distribution. La grande distribution touche le marché de masse. Ensuite, la structure des coûts. La structure des coûts, c'est une partie du business plan, business model Canva qui est un peu la plus compliquée à remplir, dans la mesure où on a parfois un peu du mal à structurer tout cela. Donc c'est vraiment essentiel à bien se poser les bonnes questions. La structure des coûts concerne donc la main-d'œuvre, donc les ressources humaines. Direct, indirect, c'est-à-dire tout ce qui est externe à votre entreprise. La maintenance, la manutention, tout ce qui est administratif, encadrement, formation. Ensuite, vous avez les achats avec la matière première, les consommables, le papier, les stylos, des choses comme ça, et qu'il faut quand même compter. Les prestations extérieures, l'énergie, l'électricité, eau, gaz, les transports, la sous-traitance. Tout cela, il ne faut pas les oublier. Les frais, c'est les loyers, les amortissements et les frais généraux. Enfin, vous avez les sources de revenus. Alors, quand on crée un business model, généralement, on se pose ce genre de questions au tout début. Et finalement, c'est bien de se poser à la fin pour se dire comment je gagne de l'argent avec tout cela, avec tout ce que j'ai fait avant, toutes les questions que je me suis posées avant. Donc, il y a les prix fixes et les prix variables. Donc, les prix fixes, c'est tout ce qui est les segments de clients, ce qui est dépendant au volume, c'est-à-dire combien j'en vends, quel prix, pour quel segment de clients. Et les prix variables, c'est la négociation de la marchandise, les gestions de la rentabilité et le marché en temps réel. C'est-à-dire que le marché c'est une innovation, donc les prix vont être élevés, mais plus le temps va passer, moins ce sera innovant. Donc le marché va bouger et donc vos prix vont baisser obligatoirement. Donc voilà, donc je vous conseille vivement de faire ce business model Canva. C'est le cœur de votre business model, c'est le cœur de votre activité. Et c'est très important, c'est vraiment structurel de le faire. Vous avez donc deux autres méthodes de réflexion, plus que de business model. Vous avez le PESTEL et le SWOT. Le PESTEL qui concerne donc les aspects qui sont autour de votre entreprise, donc les aspects politiques, économiques, sociaux, technologiques, énergétiques et légal. Donc tout cela, vous devez les prendre en compte pour vous positionner par rapport à la société, par rapport à votre pays, par rapport aux gens qui vous entourent. Et enfin, les forces, faiblesses, opportunités, menaces, donc le SWOT. Quelles sont mes forces, c'est-à-dire on reprend la proposition de valeur. Mes faiblesses, attention, il faut que je fasse attention à cela, aux concurrents, à tous les frais qui peuvent être lourds, tout ce qui est légal, ça fait partie de cela aussi. Menaces, attention, par exemple, les menaces, ça va être je crée ce produit. Finalement, attention, il va y avoir, c'est innovant aujourd'hui. Dans 3 ans, tout le monde va l'utiliser parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est parce qu'il y a tellement gros besoin
que les gens vont chercher des solutions et ils vont créer la même chose que vous. Les opportunités, c'est, bon, en France, on a besoin de ce produit-là. Et est-ce que dans cette région-ci, est-ce que je peux travailler dans une autre région? Est-ce que je peux l'exporter? Est-ce que je peux l'internationaliser? Ou aussi, est-ce que je peux créer une autre gamme de produits, un autre modèle? Ça, c'est une opportunité. Enfin, vous avez donc l'elevator speech. Lorsque vous avez créé tout cela, ça demande énormément de contenu. L'elevator speech, c'est comment convaincre du bien fondé de votre business model en moins d'une minute. Ça semble très facile et c'est une des étapes les plus difficiles à faire, c'est-à-dire vraiment avoir une minute pour présenter l'ensemble de votre projet. Il y a besoin de susciter l'intérêt, d'introduire votre produit, votre service, d'être concis et de convaincre votre interlocuteur. L'idée, c'est, vous prenez l'ascenseur, vous avez une minute, vous courez, vous prenez l'ascenseur, vous avez une minute pour voir l'investisseur qui est à côté de vous et qui vous dit, et vous avez, pour pouvoir le convaincre d'investir dans votre entreprise, d'acheter votre produit, et vous avez une minute seulement. Et ça, c'est un exercice compliqué parce qu'en fait, on veut tout dire en même temps. On veut dire ce que l'on vend, on veut dire quels sont mes produits associés, comment, pourquoi. Donc, vous avez une seule minute. Donc, n'oubliez pas, le plus important, c'est le besoin de votre client. Comment subvenir aux besoins de votre client. Donc, reprenez le besoin de votre client pour créer cet elevator speech pour le convaincre. Bonjour, vous avez besoin de ce produit-là. Vous avez un manque de ça. Moi, je vous propose ce produit. Je vous ai fait un exemple. Pardonnez-moi. Donc, notre business est de vendre à des clients qui recherchent tel produit via le canal, c'est-à-dire le canal via la vente en ligne, via un magasin qui est créé à tel endroit. Et nous gagnons de l'argent grâce à, voilà, donc là, c'est pour l'investisseur. Contrairement à, donc on explique un peu pourquoi on se différencie. On n'est pas obligé de dire un nom d'une société, d'un concurrent, mais contrairement à d'autres produits qui ne pourraient pas, répondre à ce besoin. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait chez nous. Donc là, vous préparez donc le nom de votre entreprise et vous sortez en même temps votre carte de visite. Voilà. La formation se termine, du moins de mon côté, pour la présentation. Donc, à vous de jouer maintenant. Et puis je réponds à vos questions sans souci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je suis de retour. Et est-ce que vous avez des questions? Oups. Ah, je crois qu'il y a des questions qui arrivent. Merci, merci, merci. Alors, il y avait une question tout à l'heure de Jean-Christophe lorsque tu présentais le QQOCQP. Oui. Et notamment, il demandait les charges locatives. Est-ce qu'elles rentrent dans le combien? Oui, vous pouvez vous poser ce genre de questions. En effet, c'est-à-dire aussi bien sur le loyer que les charges locatives, que tout ce qui est assurantiel, tout ce qui est imposition. N'oubliez pas taxe d'habitation, taxe foncière. C'est des choses qui sont importantes à poser comme question. Ce sont l'ensemble des outils que je vous ai proposés aujourd'hui. C'est assez large.
c'est vraiment assez large. Vous pouvez... en fait, l'idée de ces outils, c'est de vous poser les bonnes questions et d'être assez ouvert pour tous les business. Et donc, que ce soit l'achat d'un local ou la location d'un local, ça en fait partie. Et donc, toutes les charges qui vont avec. Alors, je me rappelle, alors ça c'est juste une petite parenthèse hein, ce que je fais, je crois qu'il y a un moyen mnémotechnique pour se rappeler du QQOCQP. Ouais, alors c'est un peu long, mais bon, c'est juste une petite parenthèse. En fait, c'est de se rappeler, c'est qui m'a piqué le PQ. Et là, on se rappelle, voilà, mais bon, voilà, c'est juste une petite parenthèse avant de passer à la question suivante de Lisette qui demandait est-ce qu'il y a un nombre de pages imposées pour le business plan? Non, il n'y a pas de nombre de pages imposées. Pour le business plan, je vous conseille de reprendre le business model Canva et là de tout expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous reprenez le business Canva, vous écrivez tous les idées, c'est-à-dire les secteurs. Par exemple, il faut que je pense à mon loyer, il faut que je pense à mes charges, il faut que je pense à tout ça, ou à mes prestataires, qui sont mes prestataires et tout ça, mais vous n'allez pas tout décrire. Vous allez les nommer, mais vous n'allez pas tout décrire. Et l'intérêt du business plan ensuite, c'est tout expliquer. Le business plan va ensuite passer devant la commission à la chambre de commerce et des industries. Et c'est l'intérêt de tout expliquer ensuite. Mais il n'y a pas de nombre de pages imposées. Il faut que ce soit assez complet, mais il n'y a pas un nombre de pages. Alors, juste pour préciser, hein, elle a dit, je crois que les business plans, ils font 5-6 pages. Voilà. Voilà. Donc, il y a peut-être des organismes qui vont vous demander davantage d'informations. C'est en fonction du mode de travail, notamment parce que nous, ici à l'ADI, on ne demande pas de prévision sur 3 ans. On travaille sur une année, on a un CV peut nous suffire, et puis on se base beaucoup sur l'échange. Une question d'Amandine, notamment concernant l'intérêt du PESTEL et du SWOT versus les 5 Whys, les 5 W, ou le fameux KKO-CQP. Les PESTEL et le SWOT, personnellement, je les considère plus comme des phases de réflexion. Ça ne va pas vous structurer votre projet. C'est des bonnes questions à vous poser. Mais les 5 Whys, en fait, ça concerne votre business, votre activité. Le SWOT et le PESTEL, c'est plutôt autour. Clairement, le PESTEL, c'est votre environnement. Le SWOT, c'est comment vous vous positionnez par rapport au marché. Donc, ce n'est pas votre activité en tant que telle. Les 5 Whys, en fait, c'est vraiment mon activité, quels sont qui, quand, quoi, comment, enfin, c'est les questions les plus essentielles de votre activité. D'accord. Ok, donc du coup, par rapport à ça, il y avait une question d'Erika qui demandait alors, la différence entre le business plan, le business model et le business model canvas. Alors, le business plan, non, on va pas faire le contraire. Le business model canvas, c'est un modèle papier qui vous est proposé. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes, des consultants, ou je ne sais trop qui ont créé ça en se disant on va structurer le business model. On va donner, en fait, c'est assez académique. Donc, on l'a créé, il y a quelqu'un qui l'a créé, voilà. Après, vous pourriez très bien faire un business model avec d'autres items, d'autres intitulés. Le business model, c'est votre idée, comment vous allez le mettre sur le papier et surtout le structurer. Ensuite, le business plan. Le business plan, c'est expliciter
rédiger l'ensemble de votre business model. Donc, c'est-à-dire l'ensemble de votre activité. Comment je vais vendre, comment je vais, qui je vais employer et tout ça. Donc, c'est vraiment rédiger ces différentes phases, mais qui sont très importantes, enfin, qui sont essentielles. Business model et business plan obligatoire. Business model Canvas, c'est un outil pour vous aider. Alors, Rosie, après avoir rédigé une note de cadrage et présenté la prestation de service. D'accord. Réaliser un SWOT, un tableau d'analyse des risques, ou la prestation proposée correspond à une prescription qui n'a pas d'opérateur aujourd'hui. Me faut-il réaliser un vrai business plan alors que mon offre correspond à une prescription encore non couverte? Wow. Ça me semble être une bonne question pour la DI. Alors, en ce qui concerne la DI, nous, on n'est pas forcément attaché au business plan et à ce rituel qu'on peut avoir dans le business plan et dans sa structuration, où on présente le porteur de projet, et puis quelles sont par rapport à ses compétences ou ses expériences, est-ce qu'il y a une logique qui se lance dans tel ou tel secteur d'activité. Nous, on est assez ouvert là-dessus, elle a dit. C'est pour ça notamment que plus qu'un business plan, on est beaucoup plus dans l'échange, et quand j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est tout à fait véridique, nos business plans, si j'ose dire, parce qu'on ne fait même pas de business plan, on le rédige ensemble, c'est-à-dire le conseiller le rédige avec le porteur de projet, ou l'accompagnateur le rédige avec le porteur de projet. Là, on va retrouver le plus d'éléments sur la partie financière et juridique. Du reste, on ne va pas aussi loin. Donc, en ce qui nous concerne, pas de business plan. Après, vous vous adressez pourquoi est-ce que vous faites un business plan et quel est le but de ce business plan. Voilà, c'est ça aussi dont il faut poser la question. Il faut savoir que dans un business plan, tout ce qu'il y a dedans, la personne, ce qu'elle veut, c'est que vous réussissez à la convaincre voilà, de la pertinence de votre projet, et puis lui montrer que vous avez envie d'y aller. C'est ça qu'elle veut savoir, la personne. Finalement, le business plan, je me demande même s'il est souvent lu, parce que bon, je ne pense pas que ce soit systématiquement le cas. En tout cas, il n'est pas parcouru dans le détail. Donc, essayez plutôt d'avoir cette approche-là. Et là, dans la présentation qui a été faite, je trouve que l'elevator pitch est un bon élément à travailler justement pour mettre en avant votre solution, ce que vous apportez. Je pense que les gens seront beaucoup plus ouverts à l'écoute de ça que d'un business plan écrit sur plusieurs dizaines de pages. Pour en revenir à ce que je vous ai présenté, en fait, en effet, je l'ai dit, ce sont des outils que je vous ai proposés pour votre propre réflexion. L'elevator speech, contrairement aux autres outils, c'est en effet un outil qui pourra être utile pour la négociation et lors de vos présentations de projet. Ce n'est pas uniquement un outil qui est pour vous-même. Alors, est-ce que la BGE a aussi un logiciel permettant de construire son business plan, CCI et autres structures, l'essentiel de se faire accompagner pour construire? Oui, la BGE, alors je me permets, je ne sais pas si tu connais la BGE, qui est une structure d'accompagnement un peu comme l'a dit, sauf qu'il n'y a pas de financement. Et en effet, la BGE, des logiciels, on a des business plans parce que parfois on a des porteurs de projets qui souhaitent s'adresser ensuite à d'autres structures comme Initiative France ou le réseau Entreprendre ou même les bancaires. Et donc là, on rentre dans un schéma plus classique, si vous voulez, de présentation du projet de création d'entreprise. Mais la BGE est tout à fait équipée pour ça, absolument. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Cyril, au niveau de la proposition de valeur, vous pouvez revenir sur le rôle du client, l'offre de produit.
Hop, je remonte un tout petit peu. Service, vous avez zappé l'exemple. Alors, attendez. Proposition de valeur, c'était la slide. Alors, attendez, je remonte. Voilà, c'est l'envers. C'est un peu plus haut. Ah oui, je crois que c'est ça. Non. Proposition de valeur. Le rôle du client et l'offre du produit. Qu'est-ce que j'avais dit comme exemple C'était l'exemple, je crois, de la boulangerie, il me semble. Le rôle du client. En fait, oui, je vous disais que par rapport au rôle du client, c'est-à-dire que vous avez un produit, comment la personne va l'utiliser. Donc, en reprenant avec la boulangerie et avec le pain, c'est-à-dire que le rôle du produit, c'est de nourrir. Un vêtement, c'est la personne va se l'approprier et va l'utiliser. Mais souvent, c'est plus se l'approprier. Et là, la proposition de valeur, c'est comment le client va utiliser votre produit ou votre service. Si je reprends par rapport aux autres items, donc l'attente du client, vous avez un besoin du client, il veut quoi? Il veut avoir chaud avec son manteau. Le rôle du client, c'est de l'acheter et de se l'approprier. Le problème rencontré par le client, c'est finalement, il y a un souci de taille. Comment moi, je lui change une taille de vêtements? Par exemple, surtout si tu arrives par exemple, au niveau de la vente en ligne. Voilà. Donc, les différents items de la proposition de valeur sont ici. Je ne sais pas si j'ai été claire. Très bien. Il y avait d'autres questions. Là. Alors, Delphine, pour une offre de service, vers qui doit-on se tourner pour être aidé? Vers quel type d'organisme pour une offre de service? Si c'est dans le secteur d'activité de la prestation de service, je pense que l'ADI comme BGE, comme France Active, Initiative France et d'autres structures, vous pouvez vous tourner vers celle-ci, il n'y a pas de problème. Après, il existe aussi les coopératives d'activité et d'emploi, le portage salarial, enfin voilà, il y a un certain nombre de structures qui peuvent effectivement vous aider. Est-ce que l'ADI, alors Isabelle intervient quand elle a un refus de prêt de sa banque seulement? Non, pas seulement. Vous venez nous voir, vous nous dites, voilà, je ne peux pas avoir un prêt à la banque, on vous croira sur parole. Rosie, savez-vous à qui s'adresser pour communiquer et faire son site? Alors là, on est un peu en dehors de la thématique, mais il existe plusieurs organismes. Alors là, de tête comme ça, nous, vous pouvez aller voir des professionnels. C'est pas toujours. Après, vous avez des entreprises telles que Wix, je ne sais pas si vous connaissez, où l'avantage, vous avez un site voilà, qui est déjà tout fait, ça coûte pas cher, c'est une bonne entrée en matière. Après, si vous allez voir un professionnel, ça risque de vous coûter plus cher. On va revenir sur une question de Jean-Christophe. Pouvez-vous revenir sur la notion de client cible et client secondaire? Par exemple, naturopathe, je suis un peu perdue. Donc, on va prendre l'exemple du naturopathe. Le cœur de cible seront, par exemple, vous dites, bon, ce sera une femme de telle tranche d'âge, donc naturopathe, ça peut être, on va dire, souvent on dit cœur de cible, c'est souvent 5 ans, 5 ans de différence. Donc on va dire entre 30 et 35 ans. En fait, c'est un peu le stéréotype. Le cœur de cible, c'est le stéréotype. Le stéréotype de la personne qui viendra chez vous. Donc voilà, et elle se situera, elle vivra à tant de kilomètres autour de votre cabinet, des choses comme ça. Ensuite, la cible principale, ce sera
la même cible, corps de cible, mais élargie. Donc, vous refaites la même chose en vous disant, bon, ce seront des personnes entre tel âge et tel âge avec telle problématique. Ça, c'est la cible principale. Ensuite, la cible secondaire, c'est vous allez vous dire comment moi je peux développer mon activité. Donc, c'est pas juste les clients habituels qui viendront chez vous, mais par le biais, par exemple, d'événements, d'un salon, quelles seraient mes opportunités. Et donc là, ce seront les cibles secondaires, les personnes que vous allez toucher après un événement, après un salon, des choses comme ça. Ensuite, les relais, c'est clairement pas de votre propre ressort, mais en passant par eux, vous allez avoir des nouveaux clients. Voilà, vous avez une blogueuse qui vient chez vous, vous avez un influenceur, vous avez un journaliste qui fait un article, des choses comme ça, ou les réseaux sociaux. Ça, ce sont les cibles relais. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Ensuite, nous avions oui, le client attend un service. Donc, Jean-Christophe, le client attend un service, je fais en sorte de répondre à son besoin. Oui, moi, quand je dis faites attention aux besoins de votre client, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent moi, je veux créer ça et je veux vendre ça. Mais partez quand même du principe qu'il y a un manque quelque part, il y a un manque il y a un besoin de votre clientèle et répondez-y. Trop d'entrepreneurs se trompent en se disant je veux vendre tel produit parce qu'il me plaît moi. Mais non, c'est pas vous à qui il doit plaire, c'est votre client. Alors, il est 15h31. Peut-être une toute dernière question. Besoin ou envie, oui, les deux, c'est pareil. Pour Lucille. Ok, je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci pour cette animation, vraiment. C'était super. Et on vous enverra le support. Donc, comme je vous avais informé sur l'envoi qui sera fait en groupé, et donc vous aurez des liens pour télécharger tous les supports de la semaine. Merci encore une fois. Merci Jean-Michel. Et peut-être à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.